À 0,7 H46, deux chiffres impossibles ont fracturé le silence minéral. En moins de 4 heures, une prospection routinière s'est muée en signal planétaire, révélant une anomalie hors courbe, assez vaste pour déplacer marché, agenda diplomatique et calculs institutionnels. Que change réellement cette secousse pour le pays et pour Ibrahim Traoré, au-delà de l'annonce immédiate, un futur déjà en bascule? Cette analyse promet une chose précise: comprendre ce que Somme Gandé engage réellement avant que les récits ne figent les positions. L'enjeu est clair: discerner comment une découverte minérale exceptionnelle peut renforcer un État sans en fragiliser l'ossature. Derrière les chiffres spectaculaires, une tension s'installe entre vitesse et maîtrise, entre opportunité immédiate et stabilité de long terme. Le cas de Somme Gandé n'est pas présenté ici comme une success story annoncée, mais comme un test. Un test pour les institutions, sommées d'absorber un choc exogène sans perdre leur cohérence. Un test pour la société, confrontée à l'écart entre espérance collective et capacité réelle. Un test enfin pour les partenaires extérieurs, dont l'intérêt soudain redéfinit les rapports de force régionaux. Ce qui se joue dépasse la valeur brute de la ressource. Il s'agit de savoir si la décision politique peut imposer son tempo à une matière qui, par nature, attire accélération, convoitise et projection. La promesse n'est donc pas la richesse, mais la possibilité de choisir comment, quand et à quelles conditions elle s'inscrit dans une trajectoire nationale. Dès les premières confirmations, un chiffre, Eplarachat, a déplacé toute l'analyse. La densité mesurée à Somme Gandé dépassait de près de 20 fois les seuils considérés comme plausibles. En quelques heures, ce delta a suffi à faire basculer l'événement d'une curiosité technique vers un signal stratégique, observé bien au-delà des frontières nationales. Ce mini-révélateur change la lecture du contexte. Jusqu'alors, le Burkina Faso apparaissait dans les flux miniers mondiaux comme un acteur secondaire, soumis au cycle classique de l'or et à des infrastructures limitées. Somme Gandé rompt cette continuité. Les premières projections tridimensionnelles suggèrent non pas un filon isolé, mais une architecture minérale cohérente, étendue, capable d'imposer son propre rythme aux institutions chargées de l'encadrer. Dans ce climat d'incertitude accélérée, les données deviennent elles-mêmes un acteur. Leur précision inhabituelle réduit la marge d'interprétation tout en augmentant la pression décisionnelle. Les marchés réagissent avant même que les autorités n'aient stabilisé leur modèle. Les chancelleries ajustent leurs signaux, conscientes qu'un tel gisement peut redistribuer des équilibres régionaux. Les communautés locales, elles, oscillent d'entre espoir et vigilance, conscientes que l'abondance n'est jamais neutre. C'est dans cette zone grise que s'inscrit Ibrahim Traoré. Informé très tôt des premiers résultats consolidés, il choisit de suspendre toute lecture purement économique pour exiger une compréhension structurelle du phénomène. Ce positionnement infléchit le cadre du débat. Somme Gandé n'est plus seulement une promesse, mais une équation où chaque inconnu supplémentaire complique la trajectoire. Le contexte immédiat est donc marqué par une compression du temps. En quelques heures, des décisions habituellement étalées sur des mois se retrouvent concentrées, exposant les fragilités autant que les capacités de réaction de l'État. Cette accélération explique pourquoi Somme Gandé agit déjà comme un test collectif. Il révèle ce qui tient, ce qui résiste et ce qui pourrait céder sous la pression d'une richesse soudaine. Trois figures émergent rapidement pour éclairer ce qui se joue à Somgand, chacune révélant un impact immédiat différent. D'abord, les géologues de terrain, habitués aux anomalies modestes, se retrouvent confrontés à des relevés qui refusent de rentrer dans les modèles connus. Leur rôle bascule en quelques heures. Ils ne cherchent plus à confirmer une hypothèse, mais à comprendre une structure qui impose ses propres règles. Cette transition modifie leur rapport au temps,
désormais dictée par l'urgence de vérifier avant d'interpréter. Premier exemple concret. Sur le site, une équipe interrompt une prospection aurifère standard après une série de signaux incohérents. Les instruments sont recalibrés, les données et recoupées sans changement. Lorsque la confirmation satellitaire arrive, la mission change de nature. Les techniciens deviennent les premiers témoins d'une rupture géologique majeure, conscients que chaque mesure engage désormais des décisions dépassant leur champ scientifique. Deuxième exemple concret. À Ouagadougou, dans une salle de projection fermée, un modèle tridimensionnel révèle une continuité cristalline inattendue. Les conseillers s'arrêtent sur la régularité des veines, signe d'une formation lente et stable. L'impact est immédiat. Avant même toute estimation économique, la question centrale devient organisationnelle. Comment un État absorbe-t-il une information qui modifie soudain son horizon stratégique? Autour de ces figures, les effets précoces se propagent. Les forces de sécurité sécurisent le périmètre, non par réflexe spectaculaire, mais pour gagner du temps analytique. Les universités commencent à mobiliser leurs compétences. Les communautés locales observent, conscientes que l'événement dépasse déjà le simple cadre scientifique. Tout commence par un signal faible, presque anodin. Les capteurs vibrent brièvement, puis se stabilisent. Les techniciens pensent d'abord à une interférence passagère, un bruit de fond comme il en existe tant dans les zones volcaniques fossilisées. Pourtant, le motif revient, identique, insistant. À cet instant précis, la routine se fissure. Ce qui devait être une simple vérification devient un point d'alerte. La première activation est technique. Les instruments sont recalibrés, les séries sont relancées, les relevés comparés. Les chiffres persistent. Ils ne dérivent pas, ne s'effondrent pas, ne se corrigent pas. Cette stabilité inattendue force un premier changement d'échelle. Les équipes sur place suspendent les protocoles standards et transmettent un rapport d'urgence à la capitale. L'information circule avant même que son sens ne soit pleinement compris. Très vite, la séquence s'accélère. Les drones sont déployés pour élargir la cartographie, multipliant les angles et les profondeurs d'analyse. Chaque survol confirme ce que les capteurs annonçaient déjà. La densité ne faiblit pas, elle s'étend. En quelques heures, le site quitte le statut des zones techniques pour devenir un périmètre stratégique. Cette transition marque le passage du déclencheur au premier seuil critique. Le pic de tension survient lorsque les premières modélisations tridimensionnelles arrivent à Ouagadougou. Les images révèlent une continuité souterraine qui dépasse largement les hypothèses initiales. Les veines cristallines ne forment pas un ensemble chaotique, mais une architecture cohérente, presque régulière. À ce moment-là, la lecture change radicalement. Il n'est plus question d'un gisement prometteur, mais d'un système minéral capable de redéfinir des priorités nationales entières. C'est dans ce contexte que l'intervention d'Ibrahim Traoré marque un tournant. Informé des données consolidées, il ordonne la sécurisation immédiate du site et la suspension de toute communication externe non coordonnée. Cette décision agit comme un verrou. Elle ralentit la diffusion incontrôlée de l'information, mais elle recentre surtout la séquence autour de la souveraineté décisionnelle. L'événement cesse d'être une découverte ouverte. Il devient un enjeu d'État. À partir de là, les répercussions se déploient en chaîne. Sur le terrain, les forces de sécurité arrivent avant que les géologues n'aient finalisé leurs analyses préliminaires. Les scanners approfondissent les relevés. Les équipes scientifiques élargissent leurs hypothèses. Chaque nouvelle donnée renforce l'idée que la structure s'étend sur plusieurs kilomètres, imposant une relecture complète des priorités logistiques et institutionnelles. Dans la capitale, la nouvelle franchit rapidement le cercle restreint des décideurs. Les médias évoquent des rumeurs, les universités ouvrent des débats improvisés.
Les opérateurs économiques suspendent certaines anticipations dans l'attente d'informations plus stables. À l'extérieur, les marchés réagissent presque instantanément. Les indices liés au diamant enregistrent des variations brutales, révélant que l'événement local a déjà acquis une portée globale. Lorsque la journée s'achève, une forme de plateau s'installe. L'allocution officielle vise à contenir l'emballement interne, tandis que les équipes poursuivent leurs mesures dans une atmosphère de veille permanente. Pourtant, l'essentiel est déjà acté. La séquence a dépassé son point de non-retour. Somgande n'est plus une anomalie détectée par hasard, mais l'origine d'un enchaînement où chaque décision pèse désormais plus lourd que la précédente. La ligne de base du secteur est restée stable pendant des décennies, puis Somgande a produit un delta abrupt qui a déplacé l'ensemble des repères. Cette rupture n'est pas un pic isolé, mais un saut de régime mesuré, confirmé et reproductible, qui impose une relecture méthodique des standards miniers habituels. D'abord, une première mesure s'impose. Les relevés indiquent une densité de 18,6 grammes par mètre cube, soit plus de 10 fois la moyenne internationale observée dans des contextes géologiques comparables. Autrement dit, cette valeur suggère une stabilité de formation rare sur des périodes longues. Trois campagnes indépendantes, incluant un audit externe, convergent vers le même résultat. La constance de la densité, y compris lorsque la profondeur augmente, invalide l'hypothèse d'une concentration accidentelle et pointe vers une homogénéité structurelle peu commune. Ensuite, une deuxième mesure complète le tableau. La cartographie initiale couvre 2,3 km², avec une projection continue jusqu'à 15 km² selon les modèles tridimensionnels. Autrement dit, une exploitation limitée manquerait l'essentiel de l'architecture souterraine. Les scanners et images satellites superposées dessinent une continuité des veines cristallines qui dépasse le périmètre étudié. Cette extension modifie la logique opérationnelle. La question n'est plus où extraire, mais comment séquencer l'analyse sans fragmenter un système cohérent. Enfin, une troisième mesure éclaire l'enjeu financier. Une estimation financière pouvant dépasser 200 milliards de dollars sur 20 ans apparaît dans les projections prudentes. Autrement dit, le potentiel dépend d'un contrôle national strict et progressif. Ce chiffre n'est pas une promesse immédiate, mais une enveloppe conditionnelle. Il repose sur des hypothèses de cadence, de gouvernance et de transfert de compétences qui, si elles ne sont pas respectées, réduisent mécaniquement la valeur réalisable. Pris ensemble, ces trois indicateurs composent une image claire. Le delta n'est pas seulement quantitatif, il est institutionnel. Une densité exceptionnelle crée une pression temporelle. Une extension continue complique la gouvernance. Une valeur projetée élargit l'écart entre capacité actuelle et responsabilité future. C'est cet écart qui devient le véritable enjeu mesurable. À Ouagadougou, la lecture des chiffres infléchit les priorités. La présidence insiste sur la maîtrise du savoir avant celle de l'extraction, une séquence dictée par les données elles-mêmes. Ibrahim Traoré demande des validations croisées et des audits successifs, non pour ralentir l'action, mais pour éviter que la vitesse ne crée une dépendance irréversible. Les preuves quantitatives ne tranchènent pas le débat, elles le structurent. Elles montrent qu'ignorer le delta expose à la fragilisation, tandis que le reconnaître impose une discipline nouvelle. Somgand apparaît alors moins comme un gisement à exploiter que comme un système à gouverner, où chaque chiffre engage une décision dont le coût dépasse largement sa valeur immédiate. Une première lecture, largement partagée par des économistes et analystes africains, voit dans Somgandé une opportunité historique de consolidation souveraine. Selon cette thèse, une ressource d'ampleur exceptionnelle peut, si elle est encadrée avec rigueur, devenir un levier de stabilisation institutionnelle.
Les défenseurs de cette position s'appuient sur des précédents où la discipline budgétaire, la montée en compétences locales et la planification à long terme ont permis de transformer une rente volatile en infrastructure durable. Dans cette perspective, la densité et la continuité de Somgandé offriraient un avantage décisif: le temps. Un temps suffisant pour organiser la gouvernance avant que l'extraction n'impose sa cadence. À l'opposé, une seconde thèse met en garde contre le piège bien documenté de l'abondance minérale. Les diplomates et chercheurs qui la soutiennent rappellent que, dans de nombreux contextes, une richesse soudaine a affaibli l'État plus qu'elle ne l'a renforcé. L'afflux d'intérêts extérieurs, la polarisation des élites et la tentation de décisions rapides ont souvent produit des institutions plus fragiles. Selon cette lecture, Somgandé pourrait devenir un point de vulnérabilité accrue, surtout dans un environnement régional instable où chaque avantage attire des pressions multiples. La réponse la plus robuste émerge du croisement de ces deux arguments. Les données disponibles confirment un potentiel rare, mais elles révèlent aussi un écart structurel entre l'ampleur de la ressource et les capacités actuelles de l'État. Le risque ne réside ni dans l'opportunité elle-même ni dans la prudence excessive, mais dans le désalignement entre vitesse décisionnelle et maturité institutionnelle. C'est dans cet espace intermédiaire qu'intervient la posture d'Ibrahim Traoré. Plutôt que de trancher idéologiquement, il s'appuie sur une séquence progressive: comprendre, sécuriser, structurer, puis seulement exploiter. Cette approche ne nie pas les dangers soulignés par les sceptiques, mais elle ne renonce pas non plus au potentiel identifié par les optimistes. Elle transforme un débat binaire en trajectoire conditionnelle, fondée sur des preuves plutôt que sur des projections. Ainsi, le Stillman ne conclut pas à une certitude, mais à une exigence. Somgand ne garantira ni le succès ni l'échec. Il imposera, en revanche, une discipline collective où chaque étape devra être validée par des données, sous peine de voir l'abondance se retourner contre ceux qui prétendent la maîtriser. Jusqu'ici, Somgandé était analysé comme une découverte minérale hors norme, posant surtout des questions de gestion interne et de capacité technique. À ce stade précis, une bascule s'opère. Les signaux diplomatiques, jusque-là discrets, s'alignent soudainement, révélant que l'enjeu dépasse désormais le périmètre national. La ressource commence à être lue comme un levier de repositionnement régional. Les grandes capitales ajustent leur posture presque simultanément. Des propositions de coopération émergent, chacune enveloppée d'un langage de transparence, de soutien technique ou de partenariat stratégique. Derrière ces formulations mesurées, un même constat s'impose. Somgandé peut redistribuer les équilibres du Sahel. Ce n'est plus seulement la valeur du sous-sol qui attire l'attention, mais la capacité du Burkina Faso à influencer des flux, des normes et des priorités régionales. Dans ce moment charnière, la posture d'Ibrahim Traoré intrigue les observateurs. Son discours reste volontairement sobre, insistant sur la notion de contrat et de méthode plutôt que sur celle de fortune. Cette retenue agit comme un signal inverse à l'emballement extérieur. Elle suggère que le pays cherche moins à capitaliser sur l'urgence qu'à redéfinir les termes mêmes de l'échange. La révélation est là. Somgandé n'est plus seulement une question de ressources, mais de place. La manière dont cette transition sera gérée déterminera si le déplacement du centre de gravité renforce la souveraineté nationale ou l'expose à de nouvelles formes de dépendance. Les répercussions de Somgandé ne se diffusent pas de manière uniforme. Elles avancent par cercles distincts, chacun révélant une transformation spécifique, déjà perceptible pour différents groupes directement concernés. Ces effets ne relèvent plus de la projection. Ils s'inscrivent dans des ajustements observables du quotidien institutionnel, économique et social. Pour les États et institutions publiques, l'impact est d'abord stratégique.
Les priorités gouvernementales se réorganisent autour de la question minérale, non comme un secteur parmi d'autres, mais comme un axe structurant. Les calendriers législatifs sont réévalués, les capacités de régulation passées au crible et les mécanismes de contrôle renforcés. La gestion de Somgandé agit comme un révélateur des forces et des limites administratives, obligeant l'État à accélérer sa montée en compétences sous regard international constant. Pour les acteurs économiques, nationaux comme étrangers, la découverte modifie les anticipations. Les investisseurs suspendent certaines décisions dans l'attente de cadres plus lisibles. Les opérateurs locaux réévaluent leur chaîne de valeur, conscients qu'un changement d'échelle pourrait redessiner l'ensemble du secteur extractif. À l'extérieur, les marchés réagissent par à-coups, intégrant chaque nouvelle donnée comme un signal susceptible d'influencer des équilibres établis depuis longtemps. Pour la société burkinabé, les effets sont plus diffus, mais tout aussi réels. Dans les universités, de nouvelles filières attirent étudiants et chercheurs, stimulés par la perspective de contribuer à un projet national tangible. Dans les zones proches du site, les communautés s'organisent pour prévenir les dérives spéculatives et protéger leur territoire. Un discours de vigilance collective émerge, cherchant à concilier espoir économique et préservation sociale. Pour l'environnement régional, enfin, Somgandé agit comme un point de recomposition. Les pays voisins observent avec attention l'évolution du dossier, conscients qu'un nouveau pôle de gravité peut modifier routes économiques, alliances sécuritaires et équilibres diplomatiques. Les échanges se multiplient, parfois coopératifs, parfois marqués par une rivalité latente, signe que la découverte dépasse déjà les frontières nationales. À travers ces quatre cercles, un même fil conducteur apparaît. Somgandé transforme moins par ce qu'il promet que par ce qu'il oblige à repenser. Et au cœur de ces ajustements, la ligne défendue par Ibrahim Traoré, fondée sur la maîtrise plutôt que la précipitation, devient un repère pour contenir des effets qui, sans cadre clair, pourraient se diffuser de manière incontrôlée. À partir des données stabilisées et des signaux institutionnels observés, trois trajectoires cohérentes se dessinent pour l'année à venir. Elles ne prédisent rien. Elles encadrent des possibles conditionnés par des choix précis, des rythmes assumés et des capacités effectivement mobilisées. Première trajectoire possible, un contrôle progressif. Dans cette hypothèse, l'État privilégie une cadence maîtrisée. Les capacités d'analyse nationale se renforcent par paliers, les audits se multiplient et les partenariats extérieurs restent sélectifs. La production demeure limitée, mais la gouvernance gagne en cohérence. Les institutions absorbent le choc sans s'exposer à une dépendance rapide. Ce scénario réduit les risques systémiques et préserve une marge d'ajustement au prix d'une visibilité internationale plus modérée et de recettes différées. Deuxième trajectoire possible, une accélération coopérative. Ici, le pays accepte une montée en puissance plus rapide grâce à des accords technologiques ciblés. Les outils avancés de cartographie et de modélisation sont déployés plus tôt, permettant une lecture fine du système minéral et une valorisation progressive. Les recettes augmentent plus vite, tout comme la tension extérieure. Le bénéfice est réel, mais fragile. Il repose sur une discipline institutionnelle stricte pour éviter que l'agenda des partenaires ne prenne le pas sur les priorités nationales. Troisième trajectoire possible, une contraction défensive. Dans ce cas, les pressions extérieures s'intensifient plus vite que les capacités internes. Les controverses se multiplient, les délais s'allongent et la défiance gagne du terrain. L'État opte alors pour une fermeture stratégique, limitant les coopérations et ralentissant l'exploitation. Cette posture protège la souveraineté immédiate mais isole le pays et réduit sa capacité de négociation tout en exposant l'économie à des tensions prolongées. Un point commun relie ces trois trajectoires. Le facteur temps. Si les compétences progressent au même rythme que la précision des données, la trajectoire reste ouverte et réversible.
Si, au contraire, l'écart se creuse entre ambition et préparation, chaque scénario tend vers sa version la plus instable. La recommandation n'est donc pas un choix binaire, mais une vigilance continue. À 6 ou 12 mois, l'enjeu ne sera pas de savoir quel scénario s'est imposé, mais si le pays a conservé la capacité d'en changer. Au-delà des institutions et des marchés, Somgandé commence à produire des effets concrets dans la vie des personnes, souvent discrets mais déjà structurants. Trois cercles humains distincts par leurs attentes et leurs contraintes permettent de saisir cette transformation à hauteur d'expérience. La jeunesse urbaine d'abord perçoit la découverte comme une ouverture tangible. Dans les universités et les écoles techniques, l'intérêt pour la géologie appliquée, la modélisation et l'ingénierie minière s'intensifie. Les étudiants ne parlent plus d'un secteur abstrait, mais d'un chantier national auquel ils pourraient contribuer. Cette projection modifie des trajectoires individuelles. L'horizon professionnel se rapproche. L'idée d'un avenir construit localement gagne en crédibilité sans pour autant effacer les inquiétudes liées à la sélectivité et à la durée des formations. Les communautés proches du site vivent un changement d'une autre nature. Ici, l'impact est immédiat et pragmatique. Les comités locaux s'organisent pour surveiller les accès, prévenir les spéculations foncières et préserver les équilibres sociaux. Les discussions portent moins sur la valeur de la ressource que sur ses effets secondaires. Routes, afflux de travailleurs, pression sur les terres. Cette vigilance collective traduit une volonté de rester acteur, non spectateur, d'un processus qui pourrait autrement les dépasser. La diaspora, enfin, observe avec une attention renouvelée. Les échanges se multiplient entre associations, chercheurs et entrepreneurs établis à l'étranger. Le désir de contribuer est réel mais mesuré. Comment soutenir sans imposer? Comment investir sans reproduire des déséquilibres connus? Ces interrogations redéfinissent le lien au pays fondé davantage sur la compétence et la transmission que sur l'enthousiasme financier. À travers ces trois cercles, une même dynamique se dessine. Somme Gandé transforme les attentes individuelles en responsabilités partagées. Il n'unifie pas les expériences, mais il crée un point de référence commun autour duquel chacun réévalue sa place et son rôle dans la trajectoire nationale. Le passage de la découverte à la maîtrise durable de Somgandé repose sur une séquence opératoire claire, conçue pour réduire l'écart entre potentiel et capacité réelle. Cette trajectoire ne cherche pas la vitesse maximale, mais la cohérence mesurable à chaque étape, afin d'éviter que l'ampleur de la ressource ne devienne un facteur de déséquilibre. Le premier pilier concerne le renforcement massif des compétences nationales, des cycles accélérés de formation en géologie. Modélisation tridimensionnelle et ingénierie minière sont déployées par vagues successives. L'objectif est d'internaliser rapidement le savoir critique, sans dépendre durablement d'expertises extérieures. Les progrès sont évalués par des audits scientifiques indépendants, publiés à intervalles réguliers. Le deuxième pilier vise le déploiement progressif des technologies d'analyse avancée. Drones de cartographie, scanners souterrains et systèmes spectrométriques sont introduits par module, chacun validé avant l'étape suivante. Cette logique incrémentale permet de vérifier la cohérence des données et d'éviter les décisions fondées sur des séries incomplètes ou instables. Un troisième pilier porte sur la gouvernance partagée et transparente. Universitaires, représentants des communautés locales et forces de sécurité sont intégrés dans un cadre commun de supervision. Ce dispositif limite les angles morts décisionnels et crée un espace de contrôle croisé où chaque arbitrage doit être justifié par des données accessibles. Le quatrième pilier consiste à aligner les partenariats extérieurs sur les priorités nationales. Tout accord inclut des clauses de transfert de compétences, des calendriers précis et des mécanismes de vérification externes. L'objectif n'est pas d'exclure la coopération, mais d'en maîtriser
les effets à long terme. Enfin, un cinquième pilier s'attache à la dimension régionale. En coordonnant des plateformes d'échange avec les pays voisins, le Burkina Faso cherche à réduire les risques d'isolement et à transformer Somgand en levier de stabilité partagée. Cette orientation s'inscrit dans la ligne défendue par Ibrahim Traoré, qui privilégie une souveraineté active, fondée sur la méthode plutôt que sur la fermeture. L'ensemble forme une trajectoire vérifiable, avancer, mesurer, corriger, puis amplifier. C'est dans cette discipline cumulative que Somgandé peut passer du statut d'événement exceptionnel à celui de fondation durable. La salle où le premier modèle tridimensionnel avait révélé la continuité des veines cristallines n'a plus la même résonance. Les lignes lumineuses projetées sur les murs ne provoquent plus la stupeur initiale, mais une forme de gravité silencieuse. Elles rappellent le moment où l'événement a cessé d'être une surprise pour devenir une responsabilité. Ce lieu, autrefois marqué par l'urgence, est désormais associé à la mesure et à la retenue. Sur le terrain, autour du volcan éteint, les équipes avancent plus lentement. Chaque pas est calculé, chaque relevé recoupé. La montagne n'a pas changé, mais le regard porté sur elle s'est transformé. Elle n'est plus perçue comme une promesse brute, mais comme un héritage exigeant qui impose son rythme à ceux qui prétendent l'orienter. Dans les villages voisins, les récits circulent différemment. On parle moins de richesse que de vigilance. Les anciens évoquent une terre qui demande à être comprise avant d'être exploitée. Les plus jeunes dessinent des schémas, non pour rêver d'un ailleurs, mais pour donner forme à ce qui se construit ici. Au centre de ce tissage de regards et de décisions, Ibrahim Traoré incarne une posture singulière. Ni exaltation, ni retrait. Une insistance calme sur la maîtrise comme condition préalable à toute ambition durable. La découverte a surpris. La responsabilité, elle, transforme. Un pays avance quand il apprend à respecter son propre rythme. À ce stade, Somgandé n'est plus un fait brut ni un simple dossier technique. Il est devenu un espace de discussion, de choix et de responsabilité partagée. Ce qui compte désormais n'est pas seulement ce que la ressource permet, mais la manière dont elle est pensée, racontée et encadrée dans la durée. Chaque récit, chaque débat public, chaque question posée contribue à fixer des limites autant qu'à ouvrir des possibles. L'enjeu dépasse les cercles décisionnels. Il concerne les citoyens qui observent, les chercheurs qui vérifient, les communautés qui protègent et ceux qui, de près ou de loin, cherchent à comprendre sans céder à l'emballement. La posture défendue par Ibrahim Traoré invite précisément à cet équilibre. Rester ouvert sans se disperser, avancer sans se précipiter, décider sans renoncer aux doutes méthodiques. Ce moment offre une occasion rare de construire un dialogue exigeant, fondé sur des faits plutôt que sur des promesses, sur des trajectoires plutôt que sur des slogans. La suite dépendra moins d'une annonce que de la qualité des échanges qu'elle suscite. Dans ce contexte, une question demeure ouverte et elle s'adresse à chacun. Comment participer à ce débat sans le simplifier ni le confisquer?